de faire une petite présentation. Donc, une petite présentation. Donc moi, je suis Zachary Teslimiani, je suis architecte, je suis data architecte chez Sofrecom, qui est une filiale d'Orange. Maintenant, ça fait, depuis 2015, 2016, j'ai commencé sur mon parcours avec la donnée. Et là, ça fait un an et demi que je suis solution architect ou data architect chez Omea Middle East and Afrique. C'est une filiale qui gère les 17 pays sur la région MEA, les 17 pays où Orange est implanté sur la région MEA. Et ce que je fais, c'est que je travaille sur une architecture data unifiée dans toute la zone. Donc de toute la zone, ça veut dire les 17 pays plus une instance centrale qui va un petit peu coordonner les 17 instances. Et là, je vais vous parler un petit peu d'après mon expérience, ce qui importe le plus, et de ma vision, où en général les étudiants, où est-ce qu'ils partent dans leur apprentissage dans la donnée et où est-ce qu'ils mettent le curseur contre un petit peu la réalité des choses, où est-ce que c'est vraiment compliqué et où est-ce qu'on a vraiment besoin de se placer. Donc je vais essayer de mettre la lumière sur ces notions-là. Donc n'hésitez pas, s'il y a un truc que je dis qui n'est pas clair, de me dire stop, c'est pas clair du tout. Alors, l'introduction, donc on est dans un monde IA, et je suis sûr que pas mal de personnes ici qui sont intéressées par la donnée le sont, justement parce qu'ils sont intéressés par l'intelligence artificielle. Et là, quand on dit l'IA, donc là, on a plutôt, depuis un petit moment, on fait pas très attention au vrai sens du terme. Et du coup, quand on parle d'IA, peut-être qu'on parle de LLM, Large Language Model. Donc maintenant, ça prête vraiment en confusion dans cette bulle de ChatGPT et des modèles. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à la donnée suite à cette grande bulle-là. Mais l'IA en soi, l'IA en elle représente beaucoup de défis. Et ces défis-là, sont même pas des défis qui sont liés à l'IA, mais sont liés à la data qui va être avant. Donc avant d'utiliser l'IA, on doit avoir de la donnée. Et cette donnée-là, il faut l'avoir, il faut bien la traiter et il faut la soigner. Et donc on va voir dans cette présentation-là comment se faire et comment on peut atteindre un niveau où on peut se dire que là, on peut développer une IA, ou bien on peut utiliser une IA pour faire quelque chose. Donc, les enjeux des architectures data modernes. Alors peut-être qu'on peut commencer par le commencement. C'est quoi une data déjà en fait? C'est quoi une data? Qu'est-ce qu'on veut dire par donnée? Donc une donnée, c'est une information. Avant tout, une donnée, c'est une information que je vais pas parler de la partie philosophique, la partie littéraire, on peut en parler, mais ça va être un autre sujet qui va déborder. Mais c'est une donnée que nous, en tant que techniciens, on va la collecter. Ok, c'est une donnée qu'on va collecter. Et on va collecter depuis des sources très différentes. Ces sources-là, ça peut être des sources internes, ça peut être des sources externes. Sources internes, ça veut dire que, par exemple, moi je travaille avec Orange, et du coup, si toi tu pars dans une agence Orange et tu demandes à faire un contrat fibre, là c'est une donnée que nous on doit collecter. Ok, c'est une donnée que nous on doit collecter. Ou bien si quelqu'un, par exemple, il va naviguer sur le site web orange.fr ou bien orange.ma, donc là aussi c'est une donnée qu'on va collecter. Ou bien il y a la TV,
Ok, quelqu'un navigue sur la TV d'Orange, surtout en France, ils ont encore les box TV Orange, ou bien quelqu'un va utiliser les applications. Par exemple, maintenant au Maroc, on a l'application Maxit. Donc, à chaque fois que tu utilises l'application Maxit, c'est une donnée qu'on va collecter. Et du coup, donc, la première contrainte, c'est que dans cette collecte, vous savez, hein, quand vous développez un petit algo, il se peut quand vous faites 100 tests, il y a 2 tests qui soient erronés. Imaginez que on parle maintenant, Orange, c'est 100 millions d'abonnés en fait. Quand on parle à 100 millions, la fiabilité de la donnée devient un enjeu crucial. Et du coup, il se peut que dans un monde, vous allez demander à des gens techniques qui ont vraiment accès aux tables et aux bases de données combien on a de clients sur un pays. Ils vont te dire qu'on a 20 millions. Et tu vas aller chez une équipe marketing, ils vont te dire que on a 16 millions. Tu te demandes les 4 millions sont partis où? Et là, tu commences à piocher, tu trouves que soit dans le système, on n'a pas bien calculé quelque chose, ou bien dans la collecte, on a raté quelque chose, ou bien il y avait des doublons, ou bien il y a beaucoup de possibilités qui vont faire que les données ne vont pas être fiables. Ok, donc ça c'est un enjeu vraiment majeur. Et c'est une complexité c'est une grande complexité qu'on trouve dans tous les grands systèmes et dans tous les data structures. Après, on a aussi la partie scalabilité. Comment on va, j'ai parlé de 100 millions d'abonnés, mais comment on va traiter les 100 millions d'abonnés? Sachant que quand tu te connectes sur une application, à chaque fois que tu fais un slide comme ça génère une ligne de log. Comment on va gérer tout ça? Donc ça, c'est là encore, c'est très compliqué. Ok? Là encore, c'est très compliqué, c'est très complexe. Et là, il faut, c'est là qu'on va commencer à penser aux architectures. Il nous faut une architecture qui va tenir. Hein. Moi, je peux, par exemple, 100 millions d'abonnés, vous pouvez me dire que je peux traiter un fichier sur un grand PC, un grand ordinateur. Oui, le fichier va me prendre peut-être 1 an à traiter les données, mais je vais les traiter. Mais là, l'enjeu, ça va être que j'ai besoin d'avoir les données le plus tôt possible, ok, le plus tôt possible, pour générer soit des use cases IA, ok, soit des use cases IA, on va en parler par la suite, soit, ce qui est plus simple, ce qu'on connaît tous, soit avoir des dashboards, par exemple, analytics. Et ces dashboards analytics, c'est ça qui va nous permettre de prendre les décisions. Parce que voilà, maintenant, avant, imaginons, tu as un petit projet, tu as un café, tu te dis que, ouais, moi, je pense que, je vais ouvrir mon café de 7h à 21h. Pourquoi? Parce que je pense que les gens viennent entre 7h et 21h. Ok. Là, c'était un ancien système où on va penser. Maintenant, dans un monde data-driven, on pense pas. Ok? On pense pas parce que j'ai mes data, j'ai ma collecte, j'ai mes données, et je sais que entre 7h et 7h13, j'ai par exemple plus de gens qui vont venir. Et par exemple, entre 11h et 12h30, il n'y a personne qui va venir. Ça, je le sais parce que je le vois. Et du coup, je peux prendre des décisions. Du coup, je peux par exemple dire que je vais avoir plus de personnel qui vont travailler dans les heures où je vais avoir plus de personnes. Ok, justement parce que c'est un truc que je vois et je sais que j'ai collecté mes données, j'ai calculé mes données pendant une période et que maintenant je sais faire dashboard analytics pour prendre des décisions. Et ces décisions-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces décisions-là, ils vont me permettre de gagner de l'argent parce que tout ça, c'est un gain d'argent. Ok, par exemple, moi je vois qu'à partir de 20h, il y a personne, tu as 2 personnes dans le café. Tu te dis que peut-être je perds en électricité, en plusieurs choses, je suis perdant. Donc peut-être vaudrait mieux fermer ou bien faire autre business à partir de 20h. Et ça me permet de prendre une décision.
Ok. Donc après ça rentre aussi dans la latence et la performance parce que moi j'aime quand je collecte mes données. Maintenant, on est sur des systèmes on parle de temps réel ou bien du batch. Hein, donc durant toute la session, je vais commencer à parler de beaucoup de termes techniques que peut-être ça va pas être clair, mais je vais essayer d'expliquer. Sinon, donc essayer de prendre des notes et on va en parler par la suite. Si on a le temps, sinon on peut programmer une autre session avec ça. Mais là, on parle de systèmes qui traitent les données soit en batch, soit en temps réel. Temps réel, ça veut dire une fois je reçois la donnée, je vais la traiter et ça va apparaître sur mon dashboard. En mode batch, je dis que par exemple, je vais faire le traitement à la fin de la journée, ou bien chaque heure, ou bien chaque semaine. Maintenant, on a tendance à partir sur de temps réel quand les moyens et les architectures le permettent. Parce que c'est compliqué d'avoir une architecture temps réel. Et après, on a la partie sécurité et conformité. Donc, toute la partie sécurité de la donnée, toute la partie gouvernance. Et je vais en parler par la suite. Donc, là, il y a un très grand enjeu de sécurité et de gouvernance. Et on va en parler. Alors, les composants clés. Dans les composants clés, on va parler de data lake. Ok, on va parler de pipeline, de données. On va parler des stockages, de stockage distribué. On va parler des orchestrations. Alors, c'est quoi un data lake? Un data lake, c'est un coin où on va stocker de la donnée. Ok, c'est un coin où on va carrément stocker de la donnée. Ça veut dire quoi? J'ai dit qu'on va collecter les données de 100 millions d'abonnés. Et bien, ces 100 millions d'abonnés, ces données-là, on doit les mettre quelque part. Ok? Ce quelque part-là, on l'appelle un lac de données. On l'appelle un lac de données. Et dans ce lac de données, on va pouvoir stocker tout ce dont on a besoin. La question qui va se poser ici, c'est que, oui, maintenant on parle de termes comme lac de données, mais depuis toujours, on a ce qu'on appelle des bases de données. C'est quoi la différence entre un lac de données et une base de données? Donc, la base de données que vous connaissez toujours, c'est une base de données SQL, MySQL. Vous pouvez me dire que je peux avoir une grosse base de données et je peux stocker tout ce que je veux. Je vais vous dire oui, mais vous pouvez pas stocker des images. Ok? Vous pouvez pas stocker du JSON. Vous pouvez pas stocker beaucoup de formats il y a beaucoup de formats de données que vous pouvez pas stocker. Des vidéos. Sur un lac de données, on a justement des données structurées, des données non structurées. Donc, c'est un endroit où on peut vraiment tout stocker. Et maintenant, dans l'ère un peu de la data et de l'IA, on n'a pas besoin que des données en format CSV, en format Excel. Donc, c'est des données de facturation, machin. Non, on a aussi, avec les réseaux sociaux, on a aussi les données, les posts, avec des images, avec des vidéos, avec beaucoup de choses. Donc, et le data warehouse, la différence entre data lake et data warehouse, c'est que un data warehouse, c'est là où on a la donnée plutôt structurée. Ok. Après, on parle de pipeline de données. Un pipeline de données, c'est un ensemble d'étapes qui vont nous permettre de traiter la donnée. Donc, c'est un ensemble d'étapes qui vont nous permettre de collecter, de transformer, et puis de publier les données et puis de publier les données dans ce qu'on appelle le data lake. Et là, on a deux formats. On parle de ETL, ELT. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces termes-là. ETL, c'est Extract, Transform and Load, et ELT, c'est Extract, Load and Transform. Quand je l'ai dit comme ça paraît hyper simple, mais dans le fond, c'est très complexe dans la mesure où un ETL, je vais extraire de la donnée, je vais transformer, puis je vais la loader. Donc, je vais la transférer aux équipes. Et du coup, dans une organisation, il y a par exemple une équipe marketing qui va me dire que j'ai besoin d'avoir les données du site web. Ok, donc je vais collecter toutes les données du site web, je vais transformer les données selon ce que l'équipe marketing veut,
Et puis, je vais pousser les données, peut-être agrégées, parce qu'ils veulent voir combien tu as vendu d'iPhone par mois. Donc, je vais faire le nombre de ventes par mois, et je vais leur envoyer la donnée. Ça, c'est, je extracte, je transforme et je load. Sur le ELT, c'est différent. J'extracte, je load dans un data lake, et puis c'est eux qui vont venir lire depuis le data lake. Et donc là, le data lake, il devient central. Et là, dans le data lake, on parle de plusieurs types de données, des données brutes, des données bronze. Voilà, donc et là ça va dépendre de la readiness de la donnée brute. Ça va servir à presque personne. Mais quand je vais traiter la donnée va devenir vraiment prête. Et il y a des équipes marketing qui peuvent venir prendre la donnée, vraiment l'utiliser pour des aspects business. Après, on a tout ce qu'on parle de traitement et stockage distribué. Ok. Donc là, pour l'instant, et ça se comprend, dans l'école, on parle beaucoup d'Hadoop. Et ça se comprend parce que Hadoop, c'est une école. Mais maintenant, pour vous étudiants, oui, prenez la base de Hadoop, mais il y a autre chose en fait. Il n'y a pas que Hadoop, il ne faut pas rester sur Hadoop. Ok, il ne faut pas rester sur Hadoop Spark. Il n'y a pas que Hadoop Spark. Il y a maintenant des architectures qu'on va voir déjà, Voilà, donc Hadoop, c'est une très bonne base. Ça te permet d'avoir presque tous les principes de la donnée, si tu les comprends bien. Mais après, il y a des couches et des niveaux qu'il faut aussi aller voir. Et après, donc, on a toute la partie orchestration des process. Quand on parle de pipeline de données, je dis qu'on a un mode batch. Et dans ce mode batch, on dit que on va lancer le pipeline chaque heure. Qui lance le pipeline chaque heure? C'est l'orchestrateur. Et c'est lui qui va dire que quand tu finis ça, tu fais ça. Quand tu finis ça, tu fais ça. Quand tu finis ça, tu fais ça. Et bien, tu te lances chaque heure, par exemple, pour extraire les données à partir d'une source. Donc, j'espère que jusque-là, c'est clair. J'espère. Hein. Alors, là, on a parlé... Bon, je reviens. Là, on a parlé des composants d'une architecture moderne. Je vais revenir sur ces architectures, mais là, j'aimerais qu'on parle de on parle d'innovation. On parle de quelques termes maintenant qui circulent un peu dans la bulle de l'IT. Et parmi ça, on parle par exemple, de cloud computing. Ok, on va parler de cloud computing. On va parler des bases de données. On va parler, il y en a qui vont me dire, non, mais les bases de données, c'est pas très nouveau. mais si, il y a quand même des nouveautés dans les bases de données qu'il faut connaître. Voilà, les streaming en temps réel, là aussi, c'est l'innovation maintenant. Les architectures en temps réel, c'est l'innovation. Et on parle maintenant avant, on parlait DevOps pour la partie dev. Maintenant, l'innovation, elle est sur la partie MLOps, mais avant le MLOps, il y a la partie DataOps aussi. Donc il y a la partie DataOps et MLOps. Là par exemple sur la bulle Internet au Maroc, on parle pas trop de la partie MLOps DataOps, mais plutôt on est sur la partie DevOps. Pourquoi? Parce que justement le marché il est assez mature, donc tout ce qui est pour moi, donc tout ce qui est développement, le marché il est assez mature, donc on a cette maturité de commencer à avoir des DevOps, que DevOps vont intégrer les équipes de développement justement pour avoir une culture DevOps, pour traiter le déploiement, pour faire. Mais dans la partie data, on n'a pas encore ça. Du coup, on n'a pas encore vraiment cette maturité. On parle pas beaucoup de ce genre de profil-là, de ce genre de discipline. Alors, sur la partie database. Donc, tout le monde connaît les bases de données en fait. On connaît tous les bases de données SQL. Donc, tout le monde les connaît. On les fait en cours, on les fait dans les premières années de la formation supérieure. Et donc, les bases de données relationnelles, c'est les traitements d'un fichier Excel, mais avec des normes. Et ces normes vont nous permettre de requêter ces données-là, de pouvoir faire select étoile from where. Et du coup, je vais manipuler mes données. Ok. Mais cette manière-là, on a vu les limites de cette manière-là.
Et c'était quoi les limites? On a commencé quand à avoir les limites? C'est quand on a commencé à travailler sur le Web 3. Le Web 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a commencé vraiment à travailler sur les données des réseaux sociaux. Parce que avant, l'informatique, c'était quoi? C'était la gestion de stock, la gestion de la banque. Bah, tout ça, c'était des données qui étaient, voilà, c'était une conception. Tu vas avoir combien? 1000 utilisateurs, 2000, 10 000 utilisateurs sur l'application. OK. Il n'y a pas de problème. Mais après, on a commencé à travailler sur des réseaux sociaux. Et on a commencé à avoir des millions d'utilisateurs. Et quand on a commencé à avoir des millions d'utilisateurs, là où avant c'était vraiment très strict en termes de base de données, on avait les droits normaux pour les anciens, donc ils comprennent les droits normaux. Du coup, on te dit voilà, il faut pas que avoir un enregistrement plus que 2 fois. Voilà, donc ça c'est strict. Pourquoi? Pour avoir une donnée propre. Maintenant, l'enjeu c'est pas juste que la donnée soit propre, mais que le système marche. Et pour moi, pour que un système marche, il faut que j'évite de faire des trucs que j'ai dans les bases de données SQL, comme par exemple les jointures. Les jointures qui prennent beaucoup de temps. Par exemple, une jointure, c'est voilà, c'est θ. Bon, une jointure, c'est une complexité de θ n carré. 3 jointures, c'est puissance 3, puissance 4, et tu commences à avoir des systèmes qui sont très, voilà, hyper consommateurs en énergie, hyper consommateurs en ressources. Et là, c'est pas bon, parce que maintenant, une requête, c'est pas une personne qui va le faire, mais il se peut que ça va être des millions de personnes qui vont le faire. Du coup, on avait besoin de solutions qui vont permettre d'avoir de la valeur business. C'est quoi la valeur business? C'est l'argent, en fait. Qui vont me permettre que le système marche et que je puisse récolter de l'argent. Et parmi les premiers systèmes qu'on a vus, on a commencé à parler de NoSQL. Et NoSQL, c'était beaucoup de types de bases de données sur le NoSQL. Chaque type de base de données, ça faisait quelque chose. Là encore, le marché dit que quand tu utilises MongoDB, ça veut dire que tu utilises une architecture moderne. Ça n'a rien à voir. En général, dans les architectures, tu peux trouver toutes ces bases de données. Et chacune, elle va être utile dans une partie. Par exemple, oui, moi j'ai une partie où je veux faire du paiement, du transactionnel. Donc pour cette partie-là, je fais du SQL parce que je veux que tout soit nickel, que je perds rien, que voilà, donc c'est nickel. Donc il faut que ça soit droit. En fait, et là je vais faire du relationnel. J'ai par exemple une partie networking où je vais avoir une page d'un user, il va chercher ses Gmail, ses profils, ses amis, et là par exemple, j'ai besoin d'avoir la donnée sous format JSON. Donc, pour ne pas avoir à faire des jointures, donc je vais avoir toute la donnée sous format JSON, et là par exemple, je vais mettre ce que j'appelle du document DB, et là ce document DB, ça va être par exemple la base de données MongoDB que vous connaissez tous. C'est du document DB, du coup j'ai des documents. Après, je peux avoir par exemple du key value, parce que j'ai besoin de savoir, quand je cherche un user, je vais directement avoir la donnée qui lui correspond. Donc moi je peux mettre tous les users comme des clés avec toute la donnée qui correspond comme valeur, et donc là ça me permet de faire une recherche très rapide. Donc à la place de parcourir tout 2 millions de personnes, je peux faire un accès direct. Donc la valeur, la base de données key value au Redis, ça sert à ça. La base de données Neo4j, c'est pour ce qui est graphe. Par exemple là, nous par exemple dans Orange, ça nous permet un petit peu de créer des graphes pour les users, parce que c'est très ancien. Et avant, par exemple, tu avais un contrat des users, tu pouvais avoir, par exemple, same user, le même user avec différents contrats. Et donc, chaque contrat n'utilise pas les mêmes ID. Et donc, la base de données Neo4j ou graph, ça permet de faire ces liens-là. Donc, à la place de faire des clés étrangères ou machin, avec des bidus, une autre base de données, des NN, des clés, tu crées une table Neo4j, et puis tu peux, quand tu es sur le user fibre, tu peux directement accéder au user abonnement normal. OK? Après ça, donc, on a maintenant les bases de données qui ont pris vraiment beaucoup de
qui ont vraiment beaucoup de part sur la partie data, c'est le columnar database, comme les fameux BigQuery du GCP. C'est une base de données de type column. Pourquoi? Parce que type columnar, c'est quoi l'intérêt? Et bon, là c'est pas simple à comprendre, mais quand j'ai une classe, peut-être quand j'ai, par exemple, vous êtes là, on est 30 personnes. Peut-être que si je veux avoir vos données, je serais intéressé par avoir le nom et les prénoms de chaque personne. Ok? Et donc là, je me dis que c'est une base de données orientée ligne, parce que je regarde la ligne, je vais regarder Mohamed, ok, et je vais regarder son nom, son âge, ses notes, machin. Mais quand je veux avoir les étudiants de toute l'Afrique, est-ce que je vais m'amuser à voir le nom de chacun alors que je vais avoir des millions? Non. Ok? Non, ça m'intéresse pas. Donc là, ce qui m'intéresse le plus, je suis intéressé par la colonne. Et donc là, je vais avoir la moyenne des âges des personnes. Donc là, je suis intéressé par la colonne, je suis pas intéressé par la ligne. Donc je vais prendre toute la colonne et je vais mettre la moyenne des âges. Et donc là, ça inverse un petit peu la manière de voir les tables. Là où avant je regardais la ligne pour un enregistrement, maintenant je regarde toute la colonne pour faire de l'analytics. Et c'est là on fait la différence entre transactional database, qui est la base de données normale, et analytical database, ce que sont les bases de données orientées colonnes, parce qu'ils servent vraiment à faire de l'analytics. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et je passe directement au cloud computing aussi, parce que là, c'est un truc que vous devez maîtriser. Là encore, je suis en train de parcourir tous les trucs que pour moi sont très essentiels pour dire que je peux commencer sur la partie data. Et là, il y a le cloud computing, il faut déjà commencer à comprendre les principes du cloud computing. Commençons par les IaaS, les PaaS, les BaaS et les CaaS. Les IaaS, ça veut dire Infrastructure as Service. Quand vous rentrez sur AWS ou bien sur GCP, vous allez commander une machine. Le PaaS, c'est la plateforme. Je prends pas une machine, je prends une plateforme. Ça veut dire que je prends une machine et par exemple, si je développe une application Node.js, je vais prendre une machine plus tout ce dont j'ai besoin pour déployer mon application Node.js. Ça, c'est la plateforme. J'ai le backend de service. Par exemple, pour un développeur web, il va être intéressé par avoir des services back-end qui vont lui servir d'accélérer. Et j'ai le cas qui est très très important pour tout le monde, qui est container as a service, et du coup, le fait de pouvoir gérer les containers, et derrière, en général, tu as du Kubernetes. Donc, moi, ici, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ces services-là, mais faites attention à ça. Il faut vraiment que ça soit maîtrisé, que ça soit compris. Surtout pour moi, il faut arriver au niveau où le CaaS vous paraît très familier. Quand je parle du CaaS, avant même de parler du CaaS, c'est les technologies comme Docker, Kubernetes. Il faut vraiment que ça soit familier pour vous. Vous ne pouvez pas rentrer dans ce monde-là sans connaître la containerisation et l'orchestration. C'est très important. Parce que justement, vous allez déployer peut-être des solutions data sur des orchestrations, sur des containers qui vont être bien sûr orchestrés. Parlons du cloud. Donc là, je focus un petit peu sur GCP. Pourquoi choisir GCP? Parce que pour moi, en termes de data, il surclasse tous les autres, que ce soit AWS ou Azure. Donc GCP sur les fonctions data, c'est très puissant. Mais là, j'ai exposé quelques services. Et là encore, j'ai exposé des services qui doivent être vraiment acquis pour vous. Donc, et c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une branche cloud que vous n'allez pas comprendre le cloud. Le cloud, ça vous suit, c'est vraiment un truc qui vous colle. À chaque fois, dans chaque domaine, le cloud, il est là. Ok? Et du coup, il faut comprendre c'est quoi le compute engine. Là, tout à l'heure, j'ai parlé du concept IaaS. Là, je parle de la technologie compute engine. C'est un IaaS. Tout à l'heure, j'ai parlé du PaaS, Platform as a Service. Sur GCP, ça s'appelle App Engine. Ok? C'est la plateforme as a Service de GCP. J'ai parlé du Kubernetes Engine, ok? Et là, c'est le CaaS, ok? C'est le Container as a Service. Et là, donc vous allez voir, c'est Kubernetes Engine. Le Cloud Storage, c'est
très très important en fait. En tant qu'utilisateur, vous pouvez rapidement vous connecter sur GCP, vous allez avoir le cloud storage, et vous pouvez commencer à mettre vos documents. Mais il y a un concept très puissant qui est le stockage par objet. C'est que maintenant, si vous développez une application, vous stockez, l'objet que vous avez, c'est tout le répertoire, c'est tout le disque, c'est l'objet, et puis vous naviguez sur le disque, vous faites naviguer, et après vous trouvez vos fichiers. Là, quand on parle de stockage, ou bien de cloud storage, de stockage par objet, mon objet, c'est un document. Et là, ça change vraiment beaucoup. Même la technologie derrière, ça change, mais j'ai un document. Et ce document, je vais traiter document par document. Chaque document est là son API. Ok, je peux get, edit, delete et tout. Donc pour chaque document, j'ai une API. Et ça aussi, c'est très important pour vous d'aller rentrer un petit peu dans les détails de cloud storage et ça rentre beaucoup dans les architectures data. On va voir aussi pourquoi. On a aussi BigQuery. BigQuery, c'est le columnar database de GCP. Et maintenant, vraiment, elle commence à vraiment surclasser toutes les autres bases de données. Et maintenant, ça devient un must-have dans le domaine de la donnée. Ça devient vraiment un must-have. Vous ne pouvez pas dire que je suis un data sans connaître BigQuery. PubSub, c'est la solution cloud pour faire du temps réel. Ou bien qui remplace le Kafka on-prem. Ou bien Kafka sur AWS, ils ont encore Kafka, mais sur GCP, ils ont du PubSub qui est très pratique aussi pour faire du temps réel. Vous avez les Cloud Functions, et là, c'est un autre paradigme du développement qui sert aussi très bien dans la partie pipeline. C'est le fait de créer des fonctions quand on parle ce sont des fonctions serverless, donc vous n'avez pas besoin de serveur pour les exécuter. Ça s'exécute, vous mettez le code, ça s'exécute. Mais ça rentre aussi dans ce qu'on appelle du développement événementiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne développe pas une application, mais je développe suite à un événement. Je dis par exemple, une fois je stocke un fichier sur le cloud storage, je déclenche une fonction qui va le prendre et qui va prendre l'image que j'ai développée sur le storage et qui va faire un blur de l'image. Et après aussi, j'ai les services Cloud SQL qu'il faut aller maîtriser parce qu'il y en a une panoplie, il faut voir la différence. Donc ça aussi, il faut vraiment prendre le temps de comprendre tout ça et ça va vous servir dans la partie architecture de la donnée. Donc là, je passe un petit peu au vif du sujet. Et là, je vous expose une architecture data moderne avec des technologies qui sont très modernes. Et si vous voulez faire une remarque par rapport à cette architecture, c'est qu'elle est à 100% open source. Ok? Là, ça veut dire que maintenant, je peux avoir une architecture data robuste avec des technologies open source, chose qu'on n'avait pas avant. Avant, vous aviez Hadoop open source, mais aucune entreprise ne déployait du Hadoop comme ça, en fait. Ça marchait pas. Du coup, on faisait quoi? On appelait Cloudera. Cloudera, c'est qui package Hadoop, qui est une solution payante pour packager Hadoop. Et Cloudera était hyper cher. Elle l'est encore, en fait. Cloudera, elle est hyper chère. Mais là, on a des solutions open source pour faire de la donnée. Ça rend que les data ingénieurs, data architectes deviennent de précieuses personnes parce que il faut qu'ils comprennent beaucoup de concepts pour qu'ils puissent mettre ce genre d'architecture. Mais voilà, donc ça fait que peut-être on va avec des solutions open source avoir des architectures plus robustes. Et là, donc, j'ai parlé tout à l'heure sur le cloud du GCS, du storage object storage, du MiniAO, ou bien le S3. C'est la même chose, mais c'est on-prem. Vous pouvez l'installer sur votre PC. Et là, je vous invite à commencer à faire ce genre de truc-là. Téléchargez un MiniAO, mettez-le. Vous avez une interface, vous pouvez mettre des données, vous pouvez les connecter avec votre site web, accéder aux données ou non. Donc, il faut commencer à faire ce genre de truc-là. Donc, MiniAO, maintenant, par exemple, sur des réunions, quelqu'un va te dire MiniAO, il va pas comprendre que je connais pas la technologie parce que c'est hyper connu, c'est open source. Donc, sur ce MiniAO, je vais mettre de la donnée RAW.
Donc Miniao peut jouer le rôle d'un data lake. Après, donc j'ai ce que j'appelle du DBT. Le DBT, c'est une partie qui va transformer la donnée. Donc, il va faire de la transformation de la donnée. Donc, ça va transformer de la donnée en se basant sur du SQL. Ok, donc je fais du SQL, je fais du scripting et avec ce scripting là, je vais faire des transformations. Par exemple, j'ai une date en chaîne de caractères, je vais la transformer en format date. Donc ça s'appelle une transformation. J'ai ma donnée qui est transformée. J'ai au milieu le table format là, c'est Iceberg. C'est une technologie des formats de table. Hein. Ça veut dire que maintenant j'ai des fichiers qui sont sur Miniao. J'ai des fichiers qui sont ici sur Miniao. Par exemple, c'est des fichiers bruts, CSV ou bien JSON. Ben, le format de ces fichiers-là, je vais le gérer avec Iceberg. Et du coup, chaque fois que je fais une mise à jour sur ce fichier-là, ça va être géré par ce Iceberg. Ok. Donc, on dit qu'il gère le format des fichiers. Avec DBT, je vais avoir des données transformées que je vais aussi enregistrer sur Miniao. Et puis, j'ai open source Trino, qui est un moteur SQL qui fait ce qu'on appelle la virtualisation de la donnée. La virtualisation de la donnée. Et donc, depuis Trino, je peux me connecter à des fichiers CSV et faire select étoile from fichier CSV. Donc, ça fait de la virtualisation de la donnée. Ça me donne une interface SQL qui s'est basée sur du Miniao. Donc, c'est comme si vous avez fait du Hadoop, c'est comme si vous faites du Hive, mais là, vous le faites avec des technologies qui sont hyper robustes. Et ce Trino-là, c'est un projet open source. Ben, Iceberg, c'est un projet open source de Netflix. Trino, c'est un projet open source qui, à la base, c'était Presto et qui a été développé par Facebook pour remplacer du Hive. Ok, donc maintenant il est open source. Ce sont des technologies qui sont vraiment, c'est vraiment du lourd. Et puis j'ai le stockage S3 qui est utilisé sur AWS. Après, si j'ai un orchestrateur open source qui s'appelle Airflow aussi, ça va me permettre d'ordonnancer mes traitements. Et après ici j'ai Postgres qui est formé à chaque fois que vous voyez le catalogue. En général, c'est pour savoir quand je cherche cette table-là, elle est stockée où. Après, donc, au début, j'avais dit qu'on va parler de gouvernance de données. Et on peut faire toutes les architectures du monde possible. Si on n'a pas une gouvernance de données, on n'a rien. La gouvernance de données, c'est quoi? C'est même pas technique, hein. C'est un truc qu'on fait niveau organisation, mais il faut bien comprendre c'est quoi. C'est, par exemple, nous, on est sur plusieurs pays, on a plusieurs données, on a plusieurs sources de données. Moi, en tant que data analyst ou bien data scientist ou bien data engineer, j'ai besoin de la donnée, j'ai besoin des données des transactions. On fait par exemple, des transactions de l'argent. Donc, on a un service qui fait ça dans plusieurs pays et j'ai besoin de ces données-là. Ben, dans l'organisation, je vais aller contacter qui? Ben, je sais pas. Pourquoi je sais pas? Parce que je sais pas ce qu'on appelle, par exemple, un data owner. Ok? Je sais pas un data owner pour chaque donnée. Mais quand j'ai une gouvernance de données niveau entreprise, je sais que pour chaque donnée, ma donnée elle est bien cataloguée. J'ai des data owners qui connaissent la donnée, qui cataloguent la donnée, qui savent que ma donnée elle est juste, où est la source de données qui est correcte, qui vont créer ce qu'on appelle des data products. Et ça, c'est une vision c'est une vision assez compliquée. Il nous faut 1 heure pour expliquer c'est quoi, mais c'est le fait de voir une donnée comme un produit. Ok, c'est le fait de voir une donnée comme étant un produit.
ça me permet de voir, de faire le lignage de la donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais transformer ma donnée, je vais pas juste m'amuser à transformer sur un script, non. À chaque fois que j'ai transformé ma donnée, je dois noter quelque part que j'ai fait cette transformation et que je dois voir dans un grand dashboard que la donnée, elle était brute, ça a été transformé dans cet emplacement-là, et après je l'ai eu comme ça transformé, et voilà toutes les transformations qui ont été faites sur la donnée. Je gère la partie sécurité, je gère la partie qualité de la donnée. Je sais que la donnée elle est consistante, je sais que les dates sont de type date, je sais que par exemple j'ai pas un texte qui a été tronqué. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent sur la partie gouvernance donnée, et c'est un truc qui est très complexe, qui se gère côté niveau entreprise. J'aurais aimé en parler un peu plus, mais bon, peut-être dans d'autres sessions. Et c'est là qu'on va atteindre ce qu'on appelle une approche IA. Donc, sans avoir tout ça, on peut pas parler d'IA en fait. On peut carrément parler d'IA parce que quand on parle d'IA, peut-être on va parler du use case IA. Et ces use case IA, on va les voir comment? On va les voir en regardant la donnée. Quand on va avoir une donnée sereine, quand on va avoir une donnée correcte, quand on va avoir une donnée dans un data lake, quand on va avoir des dashboards, c'est là qu'on va commencer à se dire, peut-être là, j'ai un bon use case IA. J'ai un bon use case d'intelligence artificielle ou bien de machine learning. Et là, je vais commencer à vraiment penser IA et peut-être penser LLMs et peut-être dire que je vais investir sur un GPU parce que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais déjà, il faut avoir une donnée qui est prête, une donnée qui est vérifiée. Et après, quand je vais faire l'IA, donc là, cette IA-là, il faut savoir que c'est pas faire une IA, c'est pas la fin. Donc il y a une IA, ça doit se monitorer, on doit mesurer sa performance, est-ce qu'elle est fiable. Et puis, il y a toute la partie aussi éthique. Est-ce que dans ce use case, est-ce que c'est éthique de faire de l'IAGN? Est-ce que c'est, ou bien c'est pas le cas? Donc, je vais m'arrêter là parce que pour vous laisser un petit peu le temps des questions. Et donc, juste, je conclue un petit peu. Donc, moi, dans ces 45 minutes, je sais que j'ai parlé de beaucoup d'aspects. Mais pour moi, le but, c'était de vous montrer un petit peu les différentes phases de la data. Et que peut-être la data, c'est pas seulement transformer de la donnée avec Spark. Il y a énormément d'autres concepts. Il y a la courbe d'apprentissage dans la donnée, elle est très grande. Il y a énormément de technologies, il y a des trucs qui sortent à chaque jour. Tu dois connaître beaucoup de trucs sur la partie développement. Il faut oublier le fait que je fais de l'IA et du coup, de la data et du coup, je fais pas de dev, je fais pas de cloud. Non, on fait tout en fait. En tant que, surtout data engineer, on peut être amené à tout faire. Donc voilà, et je vous laisse le terrain pour les questions-réponses.